La deuxième édition que nous allons vous présenter aujourd'hui, deuxième édition de cet observatoire du paddle. Et j'en profite pour accueillir Stéphanie Cohen-Aloro, qui est la responsable, la Madame Paddle de la Fédération française de tennis. Je vais peut-être te laisser te présenter et puis ensuite on engagera par la présentation de cet observatoire. On fera un petit échange avec Stéphanie, à qui je demanderai de réagir, de témoigner sur certains de ces résultats. Vous allez voir qu'ils sont assez surprenants, impressionnants parfois. Et puis on aura peut-être l'occasion d'échanger avec la salle si vous avez une ou deux questions. Stéphanie, je te laisse te présenter et ensuite on enchaîne directement avec la présentation de cette deuxième édition de l'Observatoire du paddle. Eh bien, grand merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. En effet, je suis directrice du paddle à la Fédération française de tennis depuis 2 ans maintenant. Donc, vous savez qu'à la Fédération, on a récupéré la délégation du paddle depuis 2014, mais on s'en occupe réellement depuis 2020. Et on a mis un vrai coup d'accélérateur depuis 2 ans. Donc, on structure vraiment, on essaye en tout cas de structurer le paddle en France, sur la partie développement, mais aussi sur la partie haut niveau, puisqu'on a ouvert récemment un centre national de paddle à Vichy. Donc voilà, on structure toute la partie paddle en France. Merci Stéphanie, on te retrouvera tout au long de la présentation. Donc la FFT évidemment légitime pour parler de paddle et l'Union des entreprises sport et cycle totalement légitime également, puisque au sein des 3000 entreprises qui composent notre syndicat professionnel, notre organisation patronale, eh bien, nous allons retrouver à la fois des entreprises qui construisent les pistes de paddle, à la fois des fabricants de raquettes ou de chaussures de paddle, on y reviendra, c'est un des points de l'étude, et puis également des gestionnaires de salles de paddle, de clubs de paddle privés, et on va y revenir dans un instant. L'occasion pour moi, avant de débuter, de saluer Paddle Magazine qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette étude et de tirer un grand coup de chapeau aux équipes de l'USC, le pôle intelligence économique qui a réalisé les différentes études, et puis Alexis Mancio qui est dans le coin, que je ne vois pas du regard, mais il doit être quelque part, qui a coordonné un petit peu tout ce travail. Un travail qui se veut fédérateur, parce qu'on y reviendra. Il y a beaucoup de synergie et de complémentarité entre le travail de la FFT et puis le travail des entreprises sur cet univers du paddle. Je vois certains représentants éminents du paddle d'ailleurs qui nous rejoignent, qui sont sur écoute. À très bientôt, Monsieur Joseph. On va commencer déjà par la méthodologie. Quand on présente une étude, on parle toujours de la méthodologie. C'est extrêmement important pour que vous puissiez bien analyser les résultats. C'est un travail vraiment de fond qui a été réalisé sur cet observatoire du paddle. Il y a 2 études complémentaires qui ont été menées, à la fois sur les joueurs de paddle. Et là, on s'est appuyé sur certains de nos adhérents dont vous voyez les noms apparaître ici. Non, ils n'apparaissent pas tous, mais Fort Paddle, Paddle Shot, Urban Soccer, Anybody, qui nous ont permis à la fois d'interroger les joueurs de paddle, que ce soit dans des structures privées ou des structures associatives. Et puis, on a également interrogé les clubs, ce qui nous permet d'avoir une approche croisée, une étude miroir sur l'ensemble de cette pratique du paddle. Au total, c'est plus de 200 clubs, et vous l'avez sous les yeux, et un nombre de joueurs significatif qui fait qu'on a une base solide, robuste, pour pouvoir tirer des enseignements de cette étude. Un petit point d'attention, parce qu'on a évidemment retravaillé, redressé certains résultats, puisqu'on a un tiers des joueurs, et vous le verrez dans l'étude, qui pratiquent dans différents sites. Donc il a fallu s'assurer que les résultats étaient fiables et qu'on ne comptabilisait pas 2 fois certains résultats. Voilà donc pour la méthodologie. Encore une fois, vous devez lire les résultats par le biais de cette approche méthodologique. Alors, on va rentrer tout de suite sur les joueurs. Et on va dérouler tout le parcours du joueur, son lieu de pratique, ses habitudes de pratique, etc. Premier enseignement, c'est le nombre de joueurs ou le nombre de Français qui déclarent ou qu'on a identifié comme joueurs de paddle en France. C'est un chiffre extrêmement important, en forte progression. C'est plus 130% par rapport à 2022. Le premier observatoire du paddle qu'on avait pu vous présenter, c'était ici même, il y a 3 ans. Si on fait des comparaisons, alors comparaison n'est pas toujours raison, mais 850 000 joueurs de paddle, ça veut dire que c'est plus de joueurs que de licenciés dans certains
dans certaines fédérations sportives. Ça vous situe l'ampleur du phénomène et on y viendra après sur les catégories d'âge. Vous allez voir que c'est très intéressant. 75% des pratiquants jouent dans le privé, dans les salles privées. Mais encore une fois, on y reviendra. Vous verrez, ces joueurs de paddle sont rapidement addicts et jouent un petit peu partout, dès que c'est possible, dès qu'il y a un créneau de libre et de disponible. Ce qui est important là aussi, il faut le préciser, on est face à une population de joueurs pour qui le paddle répond à des aspirations particulières de disponibilité, simplicité, accessibilité. C'est des éléments sur lesquels on va revenir. Mais très important, Stéphanie, premier témoignage. Alors, 272 000 joueurs de paddle identifiés à la FFT, 850 000 en France. Ça, c'est première question. On est désormais sur un vrai phénomène de société. Oui, tu l'as dit, tu parlais des autres fédérations. C'est vrai qu'on voit que le padel a une croissance phénoménale. En 2023, on communiquait sur 550 000 pratiquants, je crois. Aujourd'hui, on est donc à 850 000, ce qui nous amène à peu près en 6e position des fédérations sportives. Donc c'est en effet absolument colossal. C'est pas un effet de mode. À un moment donné, on se disait, est-ce que le padel est un effet de mode ? Je pense que toutes les personnes ici sont convaincues que non. Et moi, la première, évidemment, et la fédération, évidemment aussi. On croit en ce sport et on est persuadé qu'il va rester, il va perdurer. Qui est-ce qui a déjà joué au paddle dans la salle là ? Ouf. Qui est-ce qui a joué récemment au paddle ? Ah, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Et on va y revenir. Alors, où est-ce qu'on joue au paddle ? C'est pas facile. Alors, il y a une progression très sensible du nombre de pistes. Je vous rappelle qu'on parle de pistes et pas de terrain. Vous le voyez à l'écran, plus de 4000 pistes identifiées sur le territoire, 1300 lieux de pratique, avec presque un équilibre entre les centres privés et puis les clubs associatifs. 2200 pistes couvertes environ, donc c'est un tout petit peu plus de la moitié. Juste, je rappelle que les centres privés, ça représente quand même 60% des pistes, donc 40% pour les pistes dans les clubs associatifs. Et les centres privés concentrent à peu près 70% des joueurs de paddle. Mais là encore, il y a beaucoup de perméabilité. Les joueurs vont d'un club à l'autre, là où ils ont la possibilité de jouer. Des pistes en progression, vous avez vu 39% de progression. Là encore, c'est sensible. Alors là, la progression, elle n'est pas par rapport à l'Observatoire de 2022, elle est tout simplement par rapport à l'an dernier. Donc c'est vraiment exponentiel. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a encore largement de quoi progresser sur l'ensemble du territoire. 4000 pistes sur la France entière, admettez que ce n'est pas énorme. Et pourtant 850 000 joueurs de paddle. Alors il y a des départements qui sont bien garnis, Bouches-du-Rhône, Hérault, Gironde, c'est le top 3 des départements où il y a le plus de pistes de paddle. En revanche, et j'allais dire presque assez logiquement, il y a des départements moins peuplés, avec moins de moyens, où il y a peu de pistes disponibles. C'est le cas de la Meuse, la Haute-Saône ou le territoire de Belfort. Et là, je pense, Stéphanie, qu'entre les acteurs privés et les acteurs associatifs et la Fédération française de tennis, il y a justement l'opportunité de développer harmonieusement sur le territoire le paddle. Je sais que la fédération a pas mal d'ambitions à ce niveau-là et des dispositifs qu'elle souhaite mettre en œuvre. Oui, tout à fait. Alors, en effet, les infrastructures, c'est un enjeu très important pour nous, fédération, puisque on a aussi l'ambition, évidemment, de développer les écoles de paddle, puisque c'est un vecteur pour nous d'apprentissage pour les enfants. On croit beaucoup, et j'en profite ici pour le dire, le travail remarquable de toutes les structures privées, il y en a pas mal ici qui développent beaucoup le paddle et qui nous aident aussi à nous remettre en question, nous développer. On croit beaucoup en cette complémentarité. Tout à l'heure, Patrick parlait justement de la complémentarité privée, associatif. Nous, on y croit beaucoup à la Fédération française de tennis, à cette complémentarité privée et public. Il y a des expertises qui sont différentes. On a besoin aussi, nous, de moderniser nos clubs. Le padel est aussi un moyen économique de financer aussi le tennis. Donc voilà, on a en effet mis en place un dispositif récemment qui s'appelle Boost Padel
pour privilégier. On a entendu parler. Ouais, alors nous, c'est vraiment, on croit aussi beaucoup à la multiraquette, c'est-à-dire qu'on veut mettre du padel dans nos clubs de tennis et favoriser vraiment cette multiraquette. On a le padel, on a le beach tennis, on espère demain le pickleball. Mais voilà, donc on a plusieurs raquettes et on a envie vraiment d'avoir des clubs multiraquettes. Alors, on va passer, après le nombre de joueurs, les lieux de pratique, on va passer à la carte d'identité des pratiquants. Et là, il y a des choses aussi très intéressantes. Alors, je ne vais pas vous relire tout ce qu'il y a à l'écran. J'espère que c'est assez lisible et que vous pouvez prendre quelques photos si vous le souhaitez, revenir sur chacun des chiffres. En revanche, je vais vous rajouter quelques petits points. J'ai 4 points que je voudrais ajouter sur ce slide. Le premier point, Stéphanie, 38% des joueurs n'avaient pas joué au tennis auparavant. Et ça, c'est un chiffre qui m'a vraiment surpris. Ça veut dire que le paddle est un faire-venir pour les sports de raquettes. Complètement, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu, et moi la première, quand je suis arrivée dans le padel, et même nous, à la fédération, une peur que le padel prenne la place du tennis. Alors, moi, sincèrement, j'y crois absolument pas. Déjà parce qu'on a des vrais amoureux de tennis, et moi la première, et je le revendiquerai toujours. Le tennis est un sport fabuleux, il fonctionne bien, on augmente de 3% cette année nos nombres de licences, donc il n'y a pas de perte. Néanmoins, le padel attire clairement un nouveau public. Il faut savoir que 50% de nos nouveaux licenciés sont 50% de nos nouveaux licenciés padel n'ont jamais été vraiment licenciés à la fédération. Ouais, donc ça traduit, ça confirme exactement, ce chiffre. exactement. Ouais, donc ça attire vraiment une autre population et les clubs qui mettent en place du padel augmentent de 16% le nombre de licenciés. Complémentarité et non pas concurrence. Alors, ce que je veux relever aussi, le deuxième point, c'est la proportion de 25-44 ans. Vous le voyez, c'est plus de la moitié des pratiquants. 25-44 ans, on peut penser que ce sont des gens actifs, des gens avec du pouvoir d'achat, profil millénial, c'est-à-dire on s'évite les contraintes, j'ai envie de jouer où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et en cela, le paddle répond parfaitement aux aspirations de cette population. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce besoin de convivialité dans les clubs, parce que on le disait d'ailleurs tout à l'heure, c'est le moment de jouer, mais c'est aussi le moment de convivialité pour boire un coup ensemble, etc. Donc ça, c'est un point. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est que dans les néo-pratiquants de paddle, eh bien, on retrouve une proportion de femmes plutôt importante. Et en cela, le paddle peut être comparé à d'autres disciplines qu'au sein de l'USC on analyse. Je pense à l'escalade, je pense au running, où on voit que les néo-pratiquants sont plutôt des femmes. Eh bien, on retrouve le même phénomène dans le paddle. C'est un petit peu les mêmes phénomènes de génération. Escalade, running, on retrouve de plus en plus un rajeunissement du peloton et puis une féminisation de la pratique. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Considérer que les joueurs de paddle sont des sportifs accomplis, ils font beaucoup d'autres activités. Et ça s'inscrit aussi dans cette tendance très forte qu'on retrouve dans nos études sur la multi-activité. Nous ne sommes plus les sportifs d'un seul sport. Il y a une époque pas si lointaine, on faisait du tennis, on était joueur de tennis, on faisait que du tennis. Aujourd'hui, on retrouve des joueurs, des gens de 25-44 ans qui font du paddle, mais qui vont aller jouer au foot aussi, qui vont aller rouler de temps en temps avec les potes et qui se feront un petit footing de temps en temps. C'est ça la nouvelle population des joueurs de paddle. D'ailleurs, seulement 50% d'entre eux considèrent que le paddle est leur discipline prioritaire. Donc c'est intéressant. Ils sont addicts, ils jouent régulièrement, mais pour eux, le paddle, ça fait partie de la panoplie d'activités. Je vois pas mal de gens qui acquiescent, je sens qu'il y a des gens qui sont concernés par ça. On va passer maintenant justement au comportement et on va commencer par les sources de motivation. Source de motivation, et là, ça rejoint tout ce qu'on vient de se dire, Stéphanie. Toi, tu joues au paddle. Bien sûr. Et je suis sûr qu'on va te retrouver là-dedans. En fait, c'est de la compétition relative. Vous le verrez tout à l'heure, les joueurs de paddle sont addicts, jouent régulièrement et aiment bien la compétition. Mais pour eux, ce n'est pas la performance qu'ils recherchent, c'est absolument en premier lieu la dimension de plaisir. Voilà, retrouver des amis. D'ailleurs, un grand nombre de joueurs de paddle arrivent à la pratique en suivant des proches. Ça, c'est quelque chose qui ressort énormément dans les profils qu'on a retrouvés. Et puis, voilà, je l'ai dit, 25-44 ans, la notion
de pouvoir d'achat. C'est aussi un marqueur intéressant pour les joueurs de paddle et puis pour les centres, qu'ils soient associatifs ou privés. La notion de parcours du joueur, en fait, c'est les habitudes de pratique. Les joueurs, vous le voyez, c'est écrit à l'écran, ont une pratique régulière, c'est ce côté addict. Très rapidement, quand on commence à jouer, on joue souvent. Et je disais qu'il y avait une notion de pouvoir d'achat. Le paddle, c'est pas toujours... ça demande parfois un peu d'argent, hein. Ce sont des frais. Donc on retrouve plus de régularité sur les plus de 55 ans que sur les 18-24 ans. C'est assez logique. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon explication, mais vous le retrouvez à l'écran normalement, ou en tout cas vous le retrouverez pour ceux qui ont la chance d'être adhérents de l'USC avec la présentation complète de l'étude. Je le dis là, je leur dirai tout à l'heure. Eh oui, eh oui, eh oui. Les néopratiquants jouent régulièrement, 46% de néopratiquants, donc vrai phénomène d'addiction, vous le voyez, c'est indiqué à l'écran. Stéphanie, ça c'est un phénomène aussi que vous voyez dans les clubs à la FFT. Toi, tu as commencé à jouer et puis après toutes les semaines, comment ça s'est passé ? Alors, il y a clairement un phénomène d'addiction au padel. Vraiment, les gens deviennent fous, furieux. Parce qu'on progresse vite. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai la sensation. Alors, c'est vrai, quand on a joué au tennis, on a sans doute un petit peu plus de facilité. Néanmoins, on ne sait pas réellement jouer au padel comme un vrai padelliste, quoi. Donc, mais on progresse vite, on se fait rapidement plaisir. Et il y a vraiment cette notion de plaisir assez immédiat. Donc, c'est ce qui est super important. Ce qui est peut-être un petit peu plus frustrant avec le tennis, c'est que c'est un sport qui est quand même peut-être un petit peu plus difficile de pratique. Oui, qui demande un temps d'apprentissage et d'entraînement plus important. Dans cette notion un peu d'addiction, de jouer très régulièrement, et c'est tout le paradoxe, ils viennent pour se faire plaisir, pour s'amuser, mais en même temps, ils font des tournois, où on est plutôt dans un côté quand même performance, en tout cas compétition. Donc c'est un peu tout le paradoxe des joueurs de paddle. Moi, j'ai été très surpris de voir qu'il y avait quasiment 30% des joueurs de paddle qui ont participé à un tournoi homologué. Donc l'occasion de poser la question sur la stratégie de la FFT pour structurer cette offre compétitive. Alors en effet, on a 109 000 compétiteurs de padel aujourd'hui. On en avait 80 000 l'année dernière. Donc c'est pareil, c'est des chiffres qui augmentent de manière assez phénoménale. Il y a aussi le classement du padel qui est aussi très, très addictif. C'est-à-dire le fait de passer d'un classement comme ça de 1, 2, 3, c'est aussi très différent du tennis. Au niveau de la compétition, il y a une pyramide de compétition, donc des P25 jusqu'au P2000. Je ne parle pas de la compétition internationale. On essaye évidemment de la structurer le mieux possible. On va créer l'année prochaine, à partir de janvier, un P50 pour redonner justement un petit peu plus d'attractivité aux P25 qui sont finalement aujourd'hui relativement forts. Donc c'est vraiment pour essayer d'avoir une cohérence sur toute la pyramide de classement. C'est un vrai sujet, la compétition. On a une commission fédérale qui se réunit assez régulièrement et assez souvent source de beaucoup de débats, d'évolution. Donc on essaye d'améliorer les choses progressivement pour que la compétition dans les clubs soit le plus fluide possible et attractif. Et là encore, la FFT recherche une certaine complémentarité, collaboration avec les structures privées, puisque la FFT s'appuie beaucoup sur les structures privées pour développer les tournois. Exactement. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de nos compétitions fédérales qui ont lieu dans des structures privées, nos championnats de France, nos championnats par paire. Donc, il y a une vraie complémentarité et c'est quelque chose d'important. Et on a vraiment conscience qu'aujourd'hui, les structures privées développent la compétition, développent vraiment le padel dans son ensemble. Alors justement, on va passer maintenant au lieu de pratique, et pas question d'opposer les deux univers, mais indiscutablement, les joueurs de paddle, ils recherchent des créneaux disponibles et ils vont switcher d'un centre privé, d'une association, etc., là où il y a des créneaux disponibles et là où ils ont envie de jouer avec leurs potes. Vous le voyez, presque 40% jouent indépendamment dans plusieurs lieux de pratique. C'est la problématique, alors surtout notamment dans les milieux à forte densité urbaine où il y a une offre qui est quand même un peu limitée. Donc on recherche ces créneaux-là. Il y a des outils d'ailleurs digitaux qui permettent de choisir les créneaux, de trouver les bons créneaux. Ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez, 76% quand même des joueurs FFT
pratique dans les structures privées. Donc là aussi, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de barrière. On va chercher les créneaux. Et puis, un petit clin d'œil. Ça, c'est nos amis du pôle intelligence économique qui ont été chercher un élément extrêmement important. 9% auraient déjà joué dans les campings ou dans les hôtels. Donc ça veut dire que c'est une offre qui commence à se développer également en dehors des cadres un peu traditionnels, que ce soit sur les centres privés ou les clubs associatifs. Autre chiffre intéressant dans les habitudes de pratique et dans les lieux de pratique, ça c'est un chiffre qui me parle, que je trouve extrêmement important, c'est ces lieux de pratique sont aussi des lieux de vie. On est sur de la destination sportive. Et en cela, encore une fois, ça nous fait référence à des pratiques qu'on a analysées, nous, au sein de l'USC, comme l'escalade ou le foot à 5. C'est-à-dire que cette dimension de convivialité, de sociabilisation grâce au sport, elle est absolument essentielle. Et vous le voyez d'ailleurs sur le niveau de satisfaction. Ce qu'on attend d'un centre, c'est cette notion de convivialité. C'est extrêmement important. Et puis ensuite, la facilité de réservation, la proximité géographique, tout cela, on est dans les marqueurs de la génération milléniale. On s'affranchit des contraintes. Je veux jouer quand je veux, où je veux, avec qui je veux veux pas de problème, je veux pas qu'on m'ennuie, je veux pas qu'on m'impose un horaire, et je veux qu'en 2 clics, j'ai pu réserver mon créneau. Donc ça, c'est aussi un des marqueurs qui peut-être diffère d'ailleurs avec les clubs associatifs et qui peut-être poser problème parfois. Alors, moi, je pense que c'est un vrai bon problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clubs associatifs aussi doivent évoluer dans ce sens-là. On a un modèle de consommation qui a évolué. Le padel en est la preuve, c'est-à-dire qu'on consomme, on prend 1 heure, on le consomme. Le modèle associatif, c'est un système d'adhésion. On est beaucoup plus fidèle à un club. Le tennis, on est très fidèle à un club. On a un vrai sentiment d'appartenance à son club. Le padel, on est sans doute un petit peu plus mobile. Mais moi, je pense que vraiment, on doit aussi évoluer. Et le tennis aussi doit évoluer dans ce sens-là. Donc, on a, nous, en tout cas, à la fédération, on essaye d'accompagner les clubs justement à se moderniser dans ce sens-là. Et alors, je ne sais pas si c'est de la modernité, mais il y a un chiffre, moi, qui me plaît bien. Il n'y a pas trop de relation dans ce que je viens de dire, mais c'est les 77% là. Donc, après une partie de paddle, c'est quand même bien de boire un verre entre amis. Et ça, on le retrouve effectivement, c'est ce que tu disais, tu laissais entendre Stéphanie, beaucoup dans les centres privés. Et c'est un élément qui est important, on l'a compris, pour tous ces joueurs 25-44 ans, le cœur de cible, actifs, donc avec un peu de pouvoir d'achat. Et ça aussi, c'est un point important. On va passer maintenant à la consommation. Ça, la consommation, c'est quelque chose qui me plaît bien aussi. Et on va d'abord parler de la consommation du contenu. Et là encore, je vais faire un parallèle avec d'autres disciplines que l'on suit au niveau de l'USC, le running par exemple ou l'escalade. Je reviens sur ces pratiques-là, où cette notion d'addictivité, dans le running, de plus en plus, on voit des gens qui pratiquent de façon très régulière. Eh bien, inévitablement, je pratique régulièrement, je m'implique, je m'intéresse à la discipline et je vais consommer du contenu. Vous le voyez à l'écran, la présence du padel sur les réseaux sociaux de plus en plus, avec là aussi une forte consommation. Et évidemment, ça traduit cette génération dont je parlais tout à l'heure, les 25-44 ans, enfin plus 25 que 44, mais cette consommation sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si la fédération a analysé ce phénomène-là et si elle commence à être un petit peu active sur le paddle sur les réseaux. Alors, je vois ton sourire là, je ne sais pas, c'est peut-être une question piège, mais je m'excuse. Non, pas du tout. Il n'y a pas de question piège. Non, nous, c'est en effet, c'est pareil, le padel nous pousse de manière très franche et honnête à casser un peu nos codes de communication. On essaye de là aussi moderniser notre communication parce que le padel pousse à ça et c'est pareil, ce que font très bien les structures privées, d'être toujours très actifs, de dynamiser, d'avoir une communication un peu punchy. Donc, on y travaille vraiment fortement. On fait des collaborations avec des influenceurs, ce qui étaient des choses qui n'étaient pas forcément comme ça spontanées pour nous. Donc, on évolue en tout cas dans ce sens-là et je pense que ça fait du bien aussi. Alors, autre consommation, et là je vois Johan et Fred qui sont sur le qui-vive.
la consommation des produits. Parce que vous l'imaginez, 850 000 joueurs, une population active avec un peu de pouvoir d'achat, 25-44 ans, eh bien on se dit que la consommation est au rendez-vous. Et effectivement, c'est un sujet qu'on a analysé avec beaucoup d'attention. Les chiffres le traduisent. 87% des joueurs possèdent leur propre raquette. Donc ça devient un marché, un segment de marché avec une véritable source de croissance. Évidemment, les marques s'y intéressent. On voit apparaître en premier lieu les marques traditionnelles de raquettes, de tennis, pardon, donc les Head, les Babola, Wilson, Technifibre, et puis aussi Quickma. Donc on voit apparaître très fortement ces différentes marques sur les pistes de paddle. Ce qui est intéressant aussi, c'est le prix moyen des raquettes de paddle. Vous faites la multiplication assez rapide, le nombre de joueurs qui achètent une raquette, le prix moyen. On s'aperçoit que ça devient un segment de marché qui va peser dans les années à venir. Je ne sais pas si vous regardez ça aussi, mais nous, bien évidemment, au niveau de l'USC, compte tenu du périmètre d'entreprise que nous représentons, on est intéressé par le nombre de pistes qui se construisent, par la gestion des espaces privés, et puis évidemment par ces produits, raquettes, balles. Alors là, il n'y a pas de cordage, vous l'aurez compris, pour ceux qui n'ont jamais joué au paddle, il faudra y aller quand même pour comprendre. Mais balles, chaussures, raquettes, ça commence à devenir un marché sérieux. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que nous, la partie équipementier, pour l'instant, on regarde un petit peu moins, mais c'est vrai que pour avoir discuté avec une marque il y a 1 an de ça, il me disait qu'en Espagne notamment, ils vendaient plus de raquettes de padel que de raquettes de tennis, alors qu'en Espagne, on a quand même des grands noms en tennis. Alors en padel aussi, mais on a quand même des grands noms en tennis, donc ça montre aussi l'ampleur du sport. Alors, ça me permet de te poser une petite question, parce que je sais qu'en Espagne, les courbes se sont croisées. Est-ce que la fédération est inquiète justement de voir ce nombre de joueurs augmenter, ou au contraire, ça vient renforcer les rangs aussi des joueurs de tennis? Est-ce qu'il y a une petite inquiétude à ce niveau-là? Parce que pendant un moment, tu le laissais entendre, pendant un moment, au niveau de la FFT, il y avait peut-être une réticence à pousser le développement du paddle. Une réticente, je ne sais pas, mais en tout cas, une question de se dire est-ce que le padel va être à un moment donné au-dessus du tennis? Voilà, je pense qu'il y a toujours des personnes qui, évidemment, se posent la question. Nous, en tout cas, à la fédération, la réponse, elle est claire, elle est non. Nous, on développe vraiment comme une pratique complémentaire. On a vraiment la conviction qu'elle permet au club d'apporter ce que tu disais, de la convivialité. On parlait de boire un verre, mais même au tennis, il y a quelques années, on finissait tout le temps une partie. Exactement. Malheureusement, ça se perd un petit peu, et c'est aussi ça qu'on a envie de remettre aussi en place dans ce côté multiraquette. Donc nous, franchement, on croit beaucoup à la complémentarité des deux sports. Merci Stéphanie. On en a terminé. On va laisser la place. Il nous reste quelques minutes pour des questions-réponses. 3 informations pour conclure. L'étude complète sera disponible pour les adhérents de l'USC dans les prochaines heures. On a organisé un webinaire, c'est le 5 décembre, je regarde Alexis, je ne dis pas de bêtises, où on fera la restitution complète de l'étude. Là, on vous a présenté une dizaine de slides, il y en a une 50aine. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans les informations, dans la précision des informations. Et puis, d'ici quelques minutes, nous vous attendons sur le stand de l'USC pour un cocktail avec tous les gens qui sont là. Il y en aura pour tout le monde. Donc on compte sur vous et on espère vous retrouver dans quelques minutes. Avant cela, est-ce qu'il y aurait des questions ? Ok, les questions difficiles pour Stéphanie, d'accord ? Allez-y. Christophe Bignon de Moselle, à côté de Saint-Avold. Nous, on a un sujet dans la région, c'est les professeurs. Quelle est la politique au niveau de la fédération? Parce que maintenant, du coup, vous avez choisi que le padel entre dans votre giron, ce qui est un choix qui peut être discuté. Est-ce qu'il y a une politique quelconque en termes de formation? On manque, nous, vraiment beaucoup d'initiateurs et de profs pour faire évoluer. Vous parliez d'addiction, de performance. Il y a un vrai besoin, il y a un vrai manque de ce côté-là. Vous avez raison, merci pour la question, parce c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, cette partie enseignement, formation, et pourtant elle est primordiale. Alors très honnêtement, c'est un sujet, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets, comme vous pouvez l'imaginer. C'est quelque chose, on va s'y atteler là, à partir de décembre. On a quelqu'un qui arrive pour ça chez nous, justement, pour travailler sur tout ce qui est formation, des contenus de formation. Je parlais tout à l'heure d'écoles de padel aussi. On sait qu'il y a des clubs qui mettent en place des écoles de padel, mais on est encore, nous, en tout cas, un petit peu pauvres en termes de contenu.
aussi pour un petit peu alimenter les clubs là-dessus. Donc c'est un énorme chantier qu'il faut qu'on mène. Alors il y a plus d'enseignants, on a 2000 enseignants aujourd'hui de padel quand même, donc ça augmente, mais clairement on a un vrai gros travail là-dessus. Vraiment. Donc c'est quelque chose où on va clairement s'y atteler à partir de décembre. Donc là. Bon, elle n'a pas complètement répondu, mais elle a dit que la FFT allait bosser dessus. Hein. J'ai pas répondu parce que je ne vais pas vous mentir. C'est un sujet qu'il faut qu'on aborde et qui va être pris au sérieux. Johan, je sens que ça va être pour moi, ça. Oui, Virgile, c'est pour toi. Il n'y a pas eu la petite slide sur les canaux de distribution et sur les ventes de raquettes. On sait qu'Internet pèse beaucoup. Est-ce que vous avez pu le vérifier ? Alors, nous avons pu vérifier les différents canaux de distribution. Oui, il y a tout un tas de slides dessus. Internet, mais aussi les pro shops, puisqu'on parle des espaces de clubs privés. Donc ça, ce sont des informations effectivement dont on dispose, à la fois les produits, les canaux de distribution et puis les sources d'influence. Oui, bonjour. Pour la Fédé, est-ce que la réglementation sur les tournois va évoluer dans le sens où on a de plus en plus de tournois qui sont joués par des gens qui ont un super niveau et qui viennent un peu déstabiliser les tournois? C'est-à-dire de mettre des classements. Alors ça, c'est pareil, c'est un vrai sujet qu'on a commencé à réglementer puisqu'il y a des tournois qui sont où il y a un cut de classement. Il y a sans doute encore des améliorations à apporter, mais voilà, on essaye de réguler avec les retours qu'on a, mais c'est des choses déjà qui existent, d'un peu limiter le classement sur certains tournois. Mais en tout cas, c'est des réflexions qu'on a de manière assez récurrente. Après, voilà, faut peser en fonction des retours qu'on a. Bonsoir. Donc en fait, ça complète ce que vient de dire monsieur. Comment vous allez faire pour développer la démocratisation de la compétition en paddle, puisque c'est joué majoritairement dans les clubs privés, et de ce que je sais, les clubs privés font tourner leurs joueurs habituels pour faire de plus en plus de compétitions et avoir un meilleur classement, permettant pas à d'autres qui voudraient s'initier à la compétition de progresser, puisqu'il n'y a pas de place pour s'inscrire. Donc quelle est votre stratégie entre vos clubs associatifs et le privé pour mettre en place une réglementation ou une ouverture avec un circuit, je ne sais pas, peut-être vous avez déjà des idées. On réfléchit en effet à des circuits, à des évolutions. Ça fait aussi partie de toutes les réflexions qu'on mène, en effet, pour développer aussi la compétition. Et d'ailleurs, Boost Padel, c'est des choses aussi, c'est les raisons aussi pour lesquelles on veut justement que nos clubs aussi associatifs puissent avoir des padels et en nombre un petit peu plus important. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les clubs associatifs, c'est entre 1 et 2 pistes, donc c'est peu. Mais voilà, pour développer la compétition, il faut aussi plus de pistes. Donc voilà, c'est aussi des sujets qu'on traite. Je me permets une petite question d'ailleurs dans la continuité. On l'a vu, il y a encore énormément de territoires à appréhender. Il y a encore énormément de territoires en développement. Le travail entre la fédération et les acteurs privés pour développer harmonieusement le territoire et éviter de se faire des concurrences inutiles sur certaines zones? Oui, c'est une bonne question et on l'a eu quand on a en effet mis en place le dispositif. Nous, ce qu'on va regarder en premier lieu, puisque c'est un dispositif qu'on a lancé il y a un mois, donc qui est tout récent, ce qu'on va regarder dans les clubs qui vont candidater, c'est le fameux maillage du territoire. Donc évidemment, si vous avez un club qui est à 5 km, a déjà 10 pistes, il n'y a pas forcément utilité de rajouter encore des pistes. Donc nous, on va étudier tout ça. Et quand je dis le nombre de pistes, ça inclut les structures privées, évidemment. Nous, on ne cherche pas à manger les clubs les uns des autres. On cherche à ce que le maillage du territoire se fasse. Et on cherche aussi à ce que nos clubs affiliés qui ont des tennis puissent développer aussi le padel. Merci beaucoup, on va en rester là. Merci à toutes et à tous. On espère que ça vous aura été utile. Rendez-vous sur le stand de l'USC pour ce verre de l'amitié après les paddles.